Merci de préférer la télévision nationale. Pour vous informer, au sommaire de ce journal, le Conseil national de la transition a tenu ce mercredi sa première plénière délocalisée à Mamou. 3 projets de texte étaient sur la table des conseillers pour examen et adoption. Les échos, c'est dans un très bref instant. Également dans ce journal, le projet d'appui au développement des industries et des PME, il va être financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 6 500 000 $. Une mission de la BAD est en Guinée pour finaliser les modalités de pilotage. Enfin, nous irons à Kankan où l'implication des fils du terroir dans le développement se fait ressentir sur le terrain. Des forages et des cabinets dentaires sont offerts aux citoyens en guise d'appui aux actions publiques. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition qu'on entame par les échos de la plénière délocalisée du CNT à Mamou. Une plénière consacrée à l'adoption de 3 projets de texte soumis pour examen. Cette délocalisation a pour objectif de permettre aux conseillers nationaux d'être plus proches des citoyens, mais également pour rendre hommage à El Hadj Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale de Guinée. Reportage Abdoulaye Ningilande Diallo. L'événement est historique car c'est la toute première plénière organisée en dehors du Palais du Peuple, siège du Parlement. Cette initiative vient s'ajouter aux nombreuses innovations du CNT depuis sa mise en place le 5 février 2022. Cette plénière spéciale de Mamou est aussi une occasion pour les conseillers nationaux d'examiner et d'adopter 2 accords de financement et un acte additionnel. Il ne vous a pas échappé durant le difficile trajet de Conakry à Mamou de constater que le pays est un vaste chantier en cours de réalisation. Vous avez certainement aussi croisé du regard ce sourire sympathique et hospitalier des populations de nos agglomérations rurales, témoignage du légendaire sens d'accueil et d'affabilité de notre peuple. Cet heureux résultat, nous le devons à la détermination d'un homme, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Le premier accord concerne un financement du Fonds africain de développement composé d'un prêt et d'une contribution en nature. Le coût global du projet est estimé à plus de 219 milliards de francs guinéens et vise à améliorer la sécurité alimentaire des populations des zones rurales. Ce fonds sont mis à la disposition de la République de Guinée selon les modalités et conditionnalités ci-après. La durée du prêt est de 40 ans, y compris un différé d'amortissement de 10 ans, commençant à courir à la date de l'accord de prêt. Pendant le différé d'amortissement, la commission de service et la commission d'engagement sont payables. Le prêt sera amorti sur une période de 30 ans après l'expiration du différé d'amortissement au taux de 2% par an. Le second accord de financement est lié à la convention de crédit et de subvention avec l'AFD, l'Agence française de développement et la République de Guinée. Il est relatif à la structuration de l'aval de la filière de gestion des déchets solides de Conakry. Le montant total du projet s'élève à 70 millions d'euros et son démarrage est subordonné à la ratification des accords par le Conseil national de la transition. Au nom des conditions suspensives, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, il y avait l'identification d'un site devant accueillir les déchets solides avant le transfert au centre d'enfouissement technique de Baritodé. Il y avait également la réalisation d'une route d'accès devant conduire au centre d'enfouissement technique de Baritodé. Aujourd'hui, à date, nous sommes fiers de dire que le gouvernement, à travers le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, a déjà signé avec 3 opérateurs pour la réalisation d'une autoroute 2x2 qui quitte de Kabylie à Kouria, long d'une distance de 26 km. En ce qui concerne l'acte additionnel, il vise à contribuer à la réduction des effets du changement climatique à travers le développement des activités de recherche. C'est dans ce cadre que la Guinée s'est engagée. Le 28 octobre 2015, a adhéré au Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres, WASCAL,
au statut et à l'accord de coopération portant création de la dite organisation tel qu'adopté le 10 février 2012 à Lomé par 10 pays de la CEDEAO et la République fédérale d'Allemagne. Cette première plénière dans la ville Carrefour a été pour les conseillers nationaux une occasion opportune pour rendre hommage à l'honorable Boubacar Biro Diallo, ancien président de la 6e législature qui a célébré ici à Mamou ses 101 ans le mois de janvier dernier. 1 milliard de francs guinéens, c'est le montant remis aux fédérations sportives nationales par le ministère des Sports. Une subvention répartie en 37 fédérations sportives et 3 comités nationaux. Un coup de pouce basé sur une obligation de résultat. Djibril Kamara. Depuis 13 ans, les différentes fédérations sportives nationales étaient sévrées de la subvention annuelle. Pour corriger ce dysfonctionnement, le CNRD, à travers le département de la jeunesse et des sports, vient de débloquer un montant d'1 milliard de francs guinéens. Ce montant est destiné à l'animation et à la réorganisation de ces fédérations sportives nationales. Mieux vaut maintenant que tard. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre de boucher beaucoup de trous au sein de nos différentes fédérations sportives. Je pense que ça va continuer. À nous de faire un très bon usage. La subvention aujourd'hui qui a été mise à disposition de toutes les fédérations, aujourd'hui c'est pour les accompagner et les soutenir notamment dans les inscriptions qu'ils ont au niveau international et dans le développement du sport à la base. On parle de refondation, on veut effectivement mettre en place une nouvelle dynamique. Cette dynamique, c'est de dire qu'il faut accompagner les fédérations à la base pour qu'elles puissent développer le sport au niveau local. Cette subvention d'1 milliard de francs guinéens sera répartie entre les 40 entités sportives nationales. La somme par fédération varie de 20 à 50 millions de francs guinéens. Les départements sectoriels rassurent de l'utilisation judicieuse de ces montants. En parlant des déplacements pour les compétitions, on en a des centaines par an. Mais on a rarement vu des compétitions être organisées à Yukunkun par exemple. Je ne suis pas sûr qu'ils sont nombreux les présidents de fédérations qui accepteraient de renoncer à un voyage à New York pour aller faire 2 nuits à Yukunkun. Tant qu'on ne mettra pas en avant. Non, il n'y a pas de honte. La mission pour chacun de nous ici se passe en Guinée en premier. Nous partons représenter la Guinée hors des frontières de la Guinée. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons en Guinée pour la Guinée et pour les Guinéens? Je voudrais saisir cette opportunité également, vous rassurer du soutien et de l'accompagnement du chef de l'État, le président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya, à faire en sorte que le sport soit placé à sa bonne place dans le concert des nations. Le ministre de la Jeunesse et des Sports promet d'instaurer un programme d'accompagnement durable du gouvernement de la transition pour la professionnalisation des différentes fédérations sportives. Entre autres résultats attendus, contribuer à stopper les crises récurrentes au sein des fédérations sportives. Pour parler des travaux de réhabilitation et d'extension de la maison centrale de Conakry qui ont été lancés la semaine dernière. Ce mercredi, le ministre de la Justice était sur les lieux pour constater l'effectivité du démarrage des travaux qui, une fois achevés, vont permettre l'amélioration des conditions de détention. Tcherno Younoussaba. Vers la fin du calvaire en matière de détention à la maison centrale de Conakry, le pénitencier va changer de visage. Ici, le chantier de rénovation et d'extension est ouvert. Il s'agit de lutter contre le surpeuplement carcéral avec la construction de 800 places supplémentaires. Pratiquement, les travaux ont commencé. Actuellement, il y a un nombre pléthorique dans les dortoirs. Vous comprenez? Donc, pour ce cas-ci, pour la première étape, nous allons faire les nouvelles constructions. Après, nous allons transvaser les détenus dans les autres salles, les nouvelles constructions, pour pouvoir faire la rénovation sur l'ancienne construction. La maison centrale de Conakry, construite à l'origine pour 300 pensionnaires, totalise à date plus de 1500 prisonniers. C'est pour corriger cet état de fait que les travaux de réhabilitation sont lancés. Le ministre veut gagner le pari de l'humanisation des prisons. Il faut qu'on ait quand même une première tranche de la construction va être réalisée pour faire déplacer les détenus vers comment dirais-je, ces nouveaux bâtiments-là, et qu'on va aller de façon
crescendo pour qu'il y ait ce qu'on appelle la compatibilité entre les activités de réhabilitation et de rénovation, mais aussi les exigences sécuritaires au niveau des détenus. Mais je crois que ça ne va pas tarder puisque le travail a déjà commencé. Moi, je suis très satisfait du travail qui est en train d'être fait parce que, comme je l'ai dit, la capacité d'accueil de cet établissement pénitentiaire a longtemps dépassé. Avec cette politique, le gouvernement compte améliorer les conditions de détention dans les prisons du pays. Dans l'actualité également, installation des directeurs des antennes régionales de l'Agence nationale de lutte contre la corruption à l'Abbé, Mamou, Kindia et Boké. La mission conduite par le directeur général Seikou Yaya Diallo a mis l'occasion à profit pour procéder à des séances de sensibilisation. Reportage adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Cette première phase de la tournée de travail de l'institution en charge de combattre la corruption sous toutes ses formes et de promouvoir la bonne gouvernance en Guinée s'inscrit en droite ligne avec la volonté affichée des autorités de la transition de dématérialiser les démarches administratives et d'éradiquer ce fléau qui gangrène notre société. De l'Abbé à Boké, en passant par Mamou et Kindia, partout dans ces régions administratives, les directeurs des antennes régionales ont été installés. Je mesure avec sérénité l'importance et l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe en prenant les rênes de cette direction. L'ANC, dont j'ai la charge dans cette région, a pour mission de lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance, notamment dans la perspective de la refondation de l'État et de la moralisation de la gestion des biens publics prôné par le président de la transition. Je vous promets et m'engage efficacement à agir dans mes fonctions de directeur régional de l'antenne de Kindia avec fermeté, dans la dignité, la loyauté et l'intégrité sans distinction d'ethnie ou de religion. Loin du confort de son bureau, le secrétaire exécutif de l'agence a procédé à des séances de sensibilisation dans des hôpitaux et commissariats centraux de ces localités. Seikou Amadou Diallo et son équipe sont déterminés quant à l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés. Les autorités de la transition ont bien voulu nous charger, entre autres, de promouvoir la redevabilité, l'intégrité et la transparence dans la gestion des secteurs publics, privés, mixtes et de la société civile. Recueillir tous les témoignages et tous les documents utiles relatifs à la détection et à la répression des cas de corruption et d'infractions assimilées à la mauvaise gouvernance. Le premier constat, c'est vraiment l'engouement qu'il y a autour de l'installation des antennes régionales. On voit qu'il y a une mobilisation au niveau des autorités tant locales qu'administratives, mais aussi on voit qu'il y a une mobilisation au niveau de toutes les couches, de toutes les structures gouvernementales, notamment les tribunaux, les commissariats de police. C'est ce qui est rassurant. On espère que le message va continuer à être divulgué et vulgarisé, que ceci est une responsabilité collective de tout le monde. Très prochainement, une mission de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance se rendra dans d'autres villes de l'arrière-pays pour la même mission. Et puis cet élément qui vient de nous parvenir, Dr Bernard Goumou, le Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie du ministre des Infrastructures et des Travaux publics, a visité successivement ce mercredi les échangeurs de Kagbélé et du kilomètre 36. Adi Kamara. Le Premier ministre renonce au confort du bureau pour affronter les rigueurs du terrain. Dr Bernard Goumou sur le chantier de construction des échangeurs de Kagbélé et du kilomètre 36. Le calvaire des usagers sur ce rond-point stratégique de Kagbélé sera bientôt un lointain souvenir. La construction de ce pont en béton armé de 117 mètres de long et la construction de 2 rampes d'accès au pont avec des murs, la construction de 4 bretelles et raccordements sur les voiries existantes et l'aménagement d'un carrefour giratoire avancent à grands pas. Sur l'ensemble du projet, nous sommes à un taux d'avancement d'environ 75%. Et
la fin de projet est prévue pour le mois de juin 2023. Et pour l'ensemble des voiries, à la fois les voiries et les deux échangeurs. Au niveau de l'échangeur de Kabwele, on est environ à 85%. Parce que l'ouvrage d'art est terminé, les équipements de sécurité sont déjà installés sur le pont, ainsi que sur les rampes d'accès. Il nous reste à réaliser les essais de chargement qui vont être faits d'ici la fin du mois. Et vous avez pu le voir, les voiries sont déjà réalisées. On est en train de réaliser la première couche sur le rond-point de l'échangeur de Kabwele. Une vue claire de l'infrastructure se dégage déjà. Le Premier ministre Dr Bernard Goumou se rend sur le chantier du kilomètre 36 pour comprendre l'évolution des travaux. Techniciens et architectes s'activent. Ils mettent en place des caniveaux, des ouvrages hydrauliques et les exutoires pour le rejet des eaux pluviales. Au niveau de 36, c'est un peu plus compliqué parce que les travaux sont ralentis par la nécessité de maintenir la circulation. Donc vous avez pu voir que les murs de soutènement sont en cours. Il y a le côté droit quand on vient de Conakry qui est complètement terminé. Nous avons déjà réalisé également les deux ouvrages d'art qui sont prévus pour porter le pont de l'échangeur de 36. Sur le côté gauche, le mur est déjà réalisé à environ à 30% et restera à réaliser toutes les voiries au cours qui permettront de faire les échanges au niveau de cet échangeur. Avec ces infrastructures, les accrochages dus à la congestion de l'intérieur et aux environs seront réduits et la circulation routière sera améliorée. Par rapport au chronogramme, pour l'échangeur du kilomètre 36, on est en avance. Et le Premier ministre a donné des instructions fermes pour que sur l'ensemble des projets, que les cadences soient accélérées pour que nous puissions livrer dans les meilleurs délais toutes ces infrastructures. Il a par ailleurs insisté, et il a insisté sur le contenu local. Il a insisté pour qu'au niveau de tous les projets, qu'il y ait beaucoup plus d'ingénieurs, de cadres guinéens. Parce que c'est important que les transferts de compétences, le savoir-faire soient aussi transférés aux Guinéens. Donc il a tenu à ce que les entreprises de travaux, les missions de contrôle, engagent beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus de cadres supérieurs dans ces entreprises. Ça permettra, après la fin des travaux, d'assurer une meilleure continuité, un meilleur entretien, une meilleure maintenance des projets. En termes de qualité des ouvrages, de part et d'autre, il y a une grande satisfaction, mais le Premier ministre a insisté sur certains tronçons, notamment celui que nous venons de visiter, à ce que la qualité soit renforcée. Parce que de visu, il y a des marges de progression et il a demandé à ce que l'entreprise soit invitée à échanger avec lui, avec la CGP, avec le maître d'ouvrage et toutes les parties prenantes pour qu'on voie dans quelle mesure les améliorations, donc les progrès là vont être faits sur ces parties. Le Premier ministre est venu également visiter les travaux de construction de l'axe Samataran-Plateau au carrefour T8 en allant vers Samataran village. Le projet de voirie urbaine faisant partie à l'un des projets prioritaires de l'accord-cadre sino-guinéen, alors qui avance selon le planning prévu. Donc voilà, et actuellement le projet avance sous la présidence du maître d'ouvrage et qui accorde une grande importance à ce projet. Donc je tiens à remercier à l'autorité guinéenne et au peuple guinéen, voilà, qui nous accorde une grande compréhension et patience et soutien très précieux pour la réalisation du présent projet. Dr Bernard Goumou insiste sur la qualité des ouvrages et le respect des délais d'exécution des travaux. Le chef de gouvernement, sous le leadership du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, rappelle que toutes les mesures sont prises pour le contrôle et le suivi régulier de tous les projets initiés par l'État.
On enchaîne par ce communiqué du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire relatif à un contrôle des baux et des chantiers et au dégagement des encombrants physiques des emprises. Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes engagées par le CNRD dans le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le département procédera à partir du lundi 13 février 2023 à un vaste contrôle de conformité des baux et des chantiers et à un dégagement des encombrants physiques des emprises, gravier, sable et autres matériaux de construction. En conséquence, tous les détenteurs de baux, les promoteurs immobiliers, les propriétaires de chantiers, les élus locaux et les autres acteurs concernés sont invités à prendre toutes les dispositions pour la réussite de ces opérations. Le département saura compter sur l'esprit de collaboration de chacun et de tous, signé Aboubakar Kourouma, le secrétaire général du département. Une mission de la Banque africaine de développement est en Guinée. Elle est venue évaluer le projet d'appui au développement des industries et des PME. Le travail va consister à finaliser les modalités de pilotage et confirmer la formulation des composantes et activités du projet dont le coût s'élève à plus de 6 500 000 $. Abdul Karim Kamara. L'agenda de développement industriel de l'Afrique continue sa marche. En Guinée, plusieurs étapes de ce processus ont été franchies ces derniers temps, notamment l'élaboration de la politique nationale de développement industriel. Ces stratégies de développement futur du pays trouvent désormais une assistance technique à la Banque africaine de développement. Il s'agit d'un projet d'appui aux industries et aux PME. Il est autour de 4 composantes et il va aller en fait d'une base infrastructurelle jusqu'à la base de commercialisation, donc tous les axes. Et puis le secteur agro-industriel est beaucoup impacté, mais surtout aussi dans l'ensemble tout le secteur privé. Il faut se dire que c'est un projet qui est passé d'un montant de moins d'$1 million pour arriver à un montant de 6 500 000 $, dont la mise en œuvre doit se faire au maximum dans les 3 prochaines années. L'appui par la BAD d'une approche multisectorielle, y compris le secteur privé, vise à renforcer les bases d'une transformation structurée. Pour l'institution bancaire africaine, le projet s'inscrit dans sa stratégie pays en vigueur en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de la compréhension mutuelle qui a prévalu jusque-là et qui nous a permis quand même d'aboutir à ces projets aujourd'hui importants. La banque est dans son rôle naturel d'accompagner les gouvernements guinéens de sa ferme volonté de développement du pays. Parler de la politique industrielle de la Guinée, c'est de parler de l'infrastructure qualité, des normes et autres, de l'innovation. Donc aucun service du ministère ne sera exclu a priori. Ils sont là pour finaliser, comme je l'ai dit à l'entame, tout ce qui concourt à la mise en place du projet pour un démarrage très prochainement des activités concrètes. Le projet d'appui au développement industriel et aux PME compte 4 priorités transversales: la résilience économique, institutionnelle et sociale, le changement climatique et la croissance verte, la prise en compte des femmes et l'emploi des jeunes. Je vous le disais dans les titres, à Kankan, l'implication des fils du terroir dans la promotion du développement donne des résultats palpables. Des points d'eau et des cabinets dentaires sont offerts aux citoyens du Baté, un engagement patriotique de l'Union des enfants de Nabaya en guise d'accompagnement des actions publiques au bénéfice des populations. Diamokaba, reportage. Kankankoura, un quartier de Nabaya, aux couleurs du développement humain et social. Dans le secteur 8, le manque d'eau devient désormais un triste souvenir. Un point collectif est installé pour approvisionner les ménages à tout moment. Le bijou que nous avons reçu ce matin à travers de son Excellence, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, que Dieu le garde longtemps avec nous, le bienfait n'est jamais perdu. Tant que tu peux le faire, faites-le. L'État doit assurer la défense, l'intégrité nationale et l'État aussi doit défendre l'intérêt général. Le fait pour ma maman de défendre ou de créer, pour moi c'est une mission caritative. C'est pour cette raison, c'est donné comme pour objectif de vraiment créer le forage pour la population locale. Dans le secteur 5, toujours à Kankankoura, les travaux d'un autre point d'eau sont lancés au sein d'une mosquée. Un appui du fonds de l'hydraulique pour illustrer la volonté des enfants de Nabaya engagés à sécuriser l'alimentation en eau des familles. Le ministère de l'hydraulique a une direction technique
notamment la Direction générale du Fonds de l'hydraulique, qui finance la politique de l'eau, notamment la réalisation de ces points d'eau pour satisfaire ceux qui sont dans le besoin. Parallèlement au programme d'accès à l'eau potable, la santé est aussi l'un des projets phares suivis à la loupe. L'hôpital régional de Kankan est doté de 2 cabinets dentaires pour soulager des patients. Avec la coopération française, le grand public est mieux informé sur l'importance d'avoir des dents en bonne santé, a priori une question d'hygiène et de bien-être. Une fois que vous avez mangé, vos dents sont sales. Il faut les brosser, et les brosser longuement. Moyennant quoi, si vous faites attention à cette prévention, vous aurez beaucoup moins de caries et il y aura beaucoup moins de patients pour les cabinets dentaires de Kankan. L'État est l'homme à tout faire. Le défi est immense dans notre pays. Je dirais que tout est prioritaire. Des actions de développement, si les populations accompagnent l'État, je pense que le développement auquel nous aspirons tant sera rendu possible dans un bref délai. Ces dons sont des fruits d'une union sacrée des enfants de Nabaya. Ils sont aussi une réponse positive aux différents cris du cœur des communautés. L'information a été diffusée récemment ici même sur vos télévisions nationales. Le chef de l'État a décidé de prendre en charge les dettes d'électricité qui planaient sur de très nombreux foyers depuis la notification des premiers cas de Covid-19 en Guinée. À Conakry, les citoyens saluent ce geste significatif du colonel Mamadi Doumbouya et l'en remercient. Mikini Moussa Kamara et Memouna Bella Diallo ont promené leur micro dans la capitale. Suivez. Le chef de l'État a décidé de payer la dette d'électricité en réponse à la pandémie du Covid-19. Une mesure qui a fait des erreurs parmi les consommateurs d'électricité de Guinée. On a pensé que l'Afrique allait en être le plus perdant dans cette affaire. Mais curieusement, les Africains ont été résilients. Et si le président agit dans ce sens-là, pour pouvoir résoudre les arriérés de ces gens qui avaient souffert, qui souffraient le martyre, mais on ne peut que saluer l'événement et prier Dieu pour lui et pour toutes les bonnes initiatives. Merci au président colonel Mamadi Doumbouya qui, depuis son arrivée à la tête de la Guinée, on voit d'énormes changements positifs et cet acte est l'un des actes majeurs posés parce que le pays ne peut pas fonctionner avec des institutions endettées comme les DG. Donc prendre en charge des dettes comme ça pour la population soulage la population. Le paiement de l'intégralité des factures d'électricité dont il s'agit s'élève à plus de 356 milliards de francs guinéens. Je trouve vraiment cet acte de Monsieur le Président vraiment généreux de sa part. Et vous savez bien que tant d'autres personnes que l'électricité fait partie du bien-être de la vie d'un individu. Et payer des aérés des gens de la population guinéenne, c'est vraiment un acte vraiment généreux de la part de Monsieur le Président. Nous l'accompagnons dans tout ce qu'il fait et bravo à lui. Le président Mamadi, le chef de l'État a fait un acte fort pour tout le monde. Depuis 3 ans, nous sommes dans une crise sanitaire due au Covid-19. Prendre en charge l'intégralité des dettes en électricité. Nous bénissons pour lui et pour la réussite de la transition. Notre président de la République, Mamadi Doumbouya, je le remercie à propos de cette idée-là, car il a aidé beaucoup de personnes. Courant électrique, son avantage m'aide beaucoup, surtout à la maison. Je suis une femme mariée, ça m'aide à propos de mes ménages à la maison. Plusieurs abonnés de la société d'électricité avaient relevé des montants exorbitants sur leurs nouvelles factures. Cette mesure soulage les consommateurs. Après les ministres, c'est au tour des différents chefs de département ministériels de signer des contrats de performance. C'est le cas au ministère de la Sécurité et de la Protection civile où des contrats ont été signés entre le ministre Bachir Diallo et les responsables du département. Diaraï Diallo. Ils apposent leur signature après avoir pris connaissance du contenu. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ces responsables s'attellent à l'exercice initié par les autorités de la transition. Promouvoir l'émulation et atteindre les objectifs assignés à chaque direction sont les résultats attendus à l'issue de ces signatures. Aujourd'hui, tous les services du département ici présents ont pris l'engagement en signant solennellement
chacun, en ce qui le concerne, un contrat de performance pour que le département de la sécurité accomplisse sa mission régalienne, qui est celle de la protection des personnes et des biens, qui est celle de faire en sorte que la politique du gouvernement en matière de sécurité, de la défense et de la sécurité soit une réalité. Le ministre Bachir Diallo a rappelé l'importance de cet engagement. Il a exhorté les différents cadres à mettre en exécution la feuille de route de sa direction. J'invite chacun à regarder le contenu de la convention de performance qu'il a signée. Faire travailler ses services techniques, parce que vous avez des services techniques qui dépendent de vous, notamment les directions générales. Les autres, vous avez des divisions. Les divisions ont des sections. Donc il faut faire travailler tout le monde. Pour le chef de département de la sécurité et de la protection civile, le respect des idéaux de la transition est important. Et pour y parvenir, l'implication de chaque responsable est indispensable. Kindia, la ville des agrumes, a servi de cadre au lancement d'une session de renforcement de capacité dédiée aux directions des bureaux de stratégie et de développement. La session a été présidée par le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération internationale, Daouda Tabonsila. La rectification institutionnelle, souvent caractérisée par la formation des agents de l'État, sonne aussi comme une préoccupation pour le gouvernement de transition. Ici à Kindia, ils sont venus de plusieurs départements ministériels à travers des bureaux de stratégie et de développement BSD pour prendre part à cette rencontre. Le but est de mieux maîtriser les outils de maturation des projets publics de développement. Le bureau technique d'appui à la programmation BETAP a pour mission d'apporter une assistance technique aux directions techniques et services du ministère du Plan et de la Coopération internationale, donnée au cadre du ministère du Plan et de la Coopération internationale et ceux des BSD des départements sectoriels, des compétences permettant d'assurer avec efficacité la gestion de leur portefeuille sectoriel proposé au programme de référence intérimaire prix 2022-2025. Représentant la ministre, le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération internationale, mesurant les défis à relever par le département identifiés sur la feuille de route, revient sur les enjeux de ce rendez-vous. La gestion des investissements publics en Guinée est caractérisée par de nombreuses insuffisances. La complexité et la persistance de ces insuffisances appellent à formaliser le système de gestion des investissements publics et à mettre en place des indications permettant de comprendre les principales fonctions de la gestion des investissements publics. Sa double dimension institutionnelle et technique et ses interrelations avec la gestion axée sur les résultats. La maturation d'un projet dans le domaine des investissements publics, thème principal de cette rencontre, est un processus au cours duquel une activité est conçue, développée et exécutée, tout en assurant sa pérennité. À Kindia toujours, 3 mois après la mise en place de l'interprofession de la filière café-cacao, les membres du conseil d'administration ont tenu leur toute première session. La rencontre a permis la validation des statuts juridiques et règlements intérieurs révisés, mais aussi à l'adoption du plan quinquennal de la fêtière, une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, mise en œuvre par l'Agipex. Moussa Komara. Kindia, la capitale des agrumes, n'est pas encore une zone de production de café, mais la ville abrite le tout premier conseil d'administration de l'interprofession de la filière café-cacao. Ce rendez-vous voulu par le ministère du Commerce a 3 enjeux majeurs: amender et valider le règlement intérieur, repenser les statuts juridiques et installer les membres d'ICA. Ça fait partie de la lettre de mission que nous avons reçue. La structuration, l'organisation des filières à fort potentiel exportable, ça fait partie de nos prérogatives. On puisse les accompagner pour avoir ce que nous appelons à Agipex un sorte d'ascenseur agricole. Avoir des filières championnes qui pourront pousser les autres filières vers le haut. Les acteurs de la chaîne de valeur ont longtemps souffert de l'absence de cette structure et c'est effectif. Le conseil d'administration est mis en place après des jours d'intenses travaux. Il est composé de 15 membres actifs venus des 2 grands bassins producteurs de café, la Moyenne-Guinée et la Guinée forestière. Notre priorité, d'abord, c'est le recensement effectif, total, entier de tous les producteurs de café-cacao de Guinée.
de tous les acheteurs de café cacao de Guinée, de tous les transformateurs de café cacao de Guinée. Le cordon douanier est représenté pour renforcer la mutualisation des efforts. Les différents documents produits par ce consultant ont été présentés et soumis à l'appréciation des acteurs avant d'être validés à l'unanimité. Nous attendons de l'agence qu'elle fasse en sorte que nos produits locaux soient exposés au niveau international et que ce soit des produits prisés. La structuration de son conseil d'administration et la validation des textes juridiques viennent confirmer la volonté ferme des autorités du ministère du Commerce dans la promotion et la valorisation de nos produits locaux. Le conseil d'administration de l'Institut national de la statistique a aussi tenu sa première session annuelle. Plusieurs points ont été abordés dans le 4e recensement général de la population et le budget alloué à l'institution dans la loi de finances initiale 2023 pour la continuité des activités de collecte, d'analyse et de production régulière des données statistiques en Guinée. Mamadi Tarnakamisoko. Dans le but d'amorcer le véritable développement socio-économique du pays, la Guinée veut s'appuyer sur des données reflétant les préoccupations réelles du pays. Avec l'Institut national de la statistique, le défi est de régulièrement produire et à temps des informations fiables en vue d'aider les autorités à la prise de décision. Pour mieux coordonner ces activités pendant cette année 2023, les membres du conseil d'administration de l'INS tiennent leur première session annuelle. La présente session examinera le rapport de suivi des recommandations de la première session qui a eu lieu en septembre 2022, le rapport d'activité de l'INS en 2022, le plan d'action annuel 2023 et enfin le budget de 2023. Cette session a lieu au moment où l'Institut national de la statistique est de plein pied, engagé dans le processus du 4e recensement général de la population et de l'habitation. Le gouvernement guinéen est parti plus haut parce qu'il s'est engagé vraiment à prendre les 60% de ce financement qui donne tout le sens et toute la volonté qu'a le gouvernement de CNRD à réaliser effectivement ce recensement qui va nous permettre de mieux planifier le développement de notre pays. Ici, l'idée est de faire en sorte que parallèlement au RGPH 4, l'INS soit en mesure de ses capacités pour continuer ses activités quotidiennes. La question du budget alloué à l'institution, jugée ainsi faible, est au cœur de la session. La subvention de l'État allouée aux activités ordinaires de l'INS est estimée à 8,3 milliards de francs guinéens, contre une prévision initiale de 25 milliards de francs guinéens. C'est vrai que ce budget est insuffisant, mais nous comptons avec d'autres partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, et combler, n'est-ce pas, le gap. 2022 a été une année de réformes à l'Institut national de la statistique à plusieurs niveaux. En plus, par exemple, de l'extension de l'indice harmonisé des prix à la consommation aux régions du pays, un dispositif est désormais mis en place pour l'élaboration de statistiques sur le marché de l'emploi et du travail en Guinée. Volet éducation de ce journal, la phase régionale de la Semaine nationale du mérite scolaire est lancée à Conakry. Éloquence et pratiques sportives sont les thématiques sur lesquelles compétissent les écoles qui ont chacune un souhait, celui d'arracher un ticket pour la compétition nationale. Pour 2023, la Senamsco vise l'émulation et la promotion de l'excellence pour faire du mérite quelque chose de grand et de beau. Abdulaziz Baldi. Senamsco, la semaine nationale du mérite scolaire, gagne du terrain en Guinée et attire de plus en plus les élèves et encadreurs. Pour cette année 2023, l'engouement est de mise et aucune école ne veut rester à la marge de l'événement. À Conakry, pour le début de la phase régionale, c'est l'esplanade du stade du 28 septembre qui a servi de point de regroupement avant que le palais des sports n'ouvre ses portes pour des prestations époustouflantes. L'objectif ici, c'est de faire du mérite quelque chose de grand et de beau. Au niveau Miss, au niveau éloquence, au niveau sport, il y a de l'engouement. Et chacun veut qu'il soit qualifié. De la pratique sportive, place au grand oral de la séduction. Devant un public déchaîné,
les écoles s'affrontent en éloquence avec une thématique particulière. L'échec massif aux derniers examens nationaux, à qui la faute? La plupart des enseignants n'ont pas la pédagogie appropriée pour faire passer leurs leçons. L'erreur est partagée, mais ce qui est sûr, l'État et les enseignants sont la base. Un élève qui passe toutes ses nuits dans les boîtes de nuit, et pendant au moment où ses amis révisent, ou bien ses amis sont dans les cours de révision, lui il danse dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qu'il va avoir dans ça? Il ne peut pas accuser l'État. Les autorités éducatives s'accordent aujourd'hui sur un fait, booster la compétence pour accroître le mérite. Personnellement, j'étais émerveillé et surtout le niveau de débat des élèves du lycée. Plus on évolue, plus vous sentez que la qualité de l'éloquence est là. Sur l'initiative du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, la Semaine nationale du mérite scolaire continue à poursuivre son idéal, à savoir promouvoir l'excellence à tous les niveaux de la pyramide scolaire. Et puis, tournée de sensibilisation et d'information sur l'application photo des examens nationaux à Boké, où la Direction générale des examens et contrôles s'est rendue récemment. Les acteurs en charge de l'éducation, dont les DPE, ont été informés sur la nécessité de cette nouvelle mesure avant de recevoir chacun un outil digital pour la prise de photos des candidats aux examens nationaux. Younousa Tawel Kamara. Dans cette salle, les responsables en charge de l'éducation venus des différentes préfectures de la région de Boké. Il s'agit de leur présenter l'application photo des examens nationaux 2023 mise en place par le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation pour qualifier le système éducatif guinéen. Ici, le rôle de cet outil, mais aussi son mode d'utilisation, sont passés au peigne fin. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la région de Boké pour la sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans le processus d'organisation des examens nationaux, notamment la prise des photos des candidats. Cela permettra d'obtenir des statistiques fiables et éviter les glissements des photos et les cas de substitution sur la liste des candidats session 2023. Après avoir cerné les tenants et les aboutissants de cet outil, chaque directeur préfectoral de l'éducation de la région de Boké reçoit son appareil photo des examens nationaux 2023. Cette mission très importante est venue mettre à notre disposition un outil qui va nous permettre de gérer désormais les examens nationaux dans les écoles et établissements. Ce travail qu'on faisait était presque manuel. Donc ces appareils nous permettent ici d'améliorer le travail, de faciliter le travail de prise de photos. Après Boké, les responsables de la Direction générale des examens et contrôles scolaires vont se rendre dans les autres régions du pays pour expliquer l'importance de cet appareil photo des examens nationaux. Pour finir, le FONIGE fait des heureux dans la région de Farana. 21 jeunes porteurs de projets vont bénéficier d'un accompagnement pour booster leurs activités. Une initiative présidentielle pour promouvoir l'insertion socio-économique des jeunes en Guinée. Alpha Isiagaba. Ils bénéficient du soutien du Fonds national pour l'insertion des jeunes, FONIGE. Ces 21 jeunes porteurs de projets sont accompagnés par le gouvernement de la transition. Nous sommes dans la région de Farana, du matériel de travail pour certains et des chèques pour d'autres. Vraiment qu'elle est très satisfaite, que les mots lui manquent pour vraiment remercier le ministre et remercier tous les partenaires et qu'elle en fera bon usage de tout ce qu'on vient de lui donner et elle va vulgariser son savoir-faire aux autres femmes. À travers l'EPA que nous avons, qui est le FONIGE aujourd'hui, il y a eu des sélections qui ont été faites, il y a des gens qui ont été choisis pour pouvoir être accompagnés. Ces gens, ils font quoi? Ils font de l'insertion socio-professionnelle, et particulièrement chez les jeunes filles. Aujourd'hui, nous, on veut valoriser ça, on veut voir comment est-ce qu'on peut les aider, à encore plus soutenir des jeunes filles, à encore plus soutenir les jeunes, pour permettre justement cette économie aujourd'hui qui doit être dynamique, circulaire, qui permette aussi à nos jeunes de se stabiliser dans leur région, chez eux. Cet accompagnement financier et matériel du FONIGE vient ainsi soutenir les efforts du gouvernement dans sa politique de réinsertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Plusieurs préfectures sont concernées par l'opération.
jeune dame ici qui accompagne plus de 65 jeunes filles. Nous avons décidé de les accompagner en mettant des fonds à leur disposition, en mettant des biens matériels et équipements à leur disposition. Il y a des machines de couture, il y a des moteurs de lavage, il y a des cuves, il y a des motos. Comme dans les préfectures de Pita, d'Alaba et Mamou, dans la région de Farana aussi, les bénéficiaires sont des jeunes de moins de 35 ans. Tous évoluent dans de différents secteurs d'activité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.